Comment gérer la transition en Guinée? Tous les représentants politiques, religieux, économiques, syndicaux du pays ont été convoqués au Palais du Peuple, siège du Parlement dissous, sous l'étroite surveillance de la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Des centaines de militants d'associations défendant les droits humains ou luttant contre la corruption s'y sont également pressés, mais beaucoup n'ont pu accéder aux rencontres organisées à huis clos. 4 jours de concertation marathon pour définir les conditions d'un retour des civils à la tête du pays. Nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative. Le chef des putschistes entend faire table rase des erreurs du passé, erreurs dont il n'exclut pas l'armée. Message plutôt bien reçu par les anciens ministres. Puisque nous sommes d'accord qu'on avait tous échoué, reprenons encore cette fois-ci les choses en main en allant vers de nouvelles bases. Aucun calendrier pour cette transition à ce stade. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a dépêché une mission sur place. La CEDEAO avait appelé à un retour immédiat à l'ordre constitutionnel et suspendu la Guinée, ce que regrette le chef de file de l'opposition au président Condé, pour qui ce putsch est une opération bienvenue, faute d'autres recours. Pour moi, la junte ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Si vraiment elle s'engage résolument à aller vers l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la sanctionner. En attendant, la question la plus urgente à régler pour les putschistes est que faire d'Alpha Condé? Le président déchu est toujours détenu dans un endroit gardé secret. La mission de la CEDEAO a pu le rencontrer et assure qu'il est en bonne santé. Faut-il le libérer, le juger? La question divise les Guinéens. L'opération a eu lieu il y a quelques semaines au Sahel, mais la France a attendu d'en être certaine pour l'annoncer. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste de l'EIGS, a succombé à des blessures provoquées par une frappe de la force Barkhane en août 2021. Le groupe État islamique au Grand Sahara est l'auteur de la plupart des attaques dans la région des 3 frontières, à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, notamment celle qui avait coûté la vie à 6 travailleurs humanitaires français et à leur guide et chauffeur nigérien en août 2020. Cette annonce intervient dans un contexte tendu entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Celle-ci envisage en effet de conclure un contrat avec la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner. La France a averti, un déploiement de ces mercenaires serait incompatible avec le maintien de ses troupes au Mali. En revanche, la perspective d'un tel contrat réjouit ceux qui, au Mali, manifestent depuis des mois contre la présence militaire française et réclament l'intervention de la Russie. Aujourd'hui, c'est la fin de la France-Afrique qui est en train de sonner à partir du Mali. Si Wagner s'est allé libérer la Syrie, si Wagner s'est allé libérer la Centrafrique, bienvenue à Wagner à Bamako pour libérer le Mali. Côté nigérien, les militaires ont repris le dessus face aux djihadistes dans l'ouest du pays, théâtre de nombreuses attaques ces derniers mois. C'est ce qu'assure le président Mohamed Bazoum qui, pour la première fois depuis son élection en février, s'est rendu dans la région de Tillabéri. Le rapport de force a considérablement changé et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode d'opération. Il ne vous cherche plus parce que il sait ce qu'il attend. Mais ce n'est qu'une bataille qui a été gagnée, pas la guerre. Ces djihadistes s'en prennent désormais aux populations les plus vulnérables. Depuis le début de la saison des pluies en juin, les attaques visent surtout des paysans travaillant dans des champs loin de toute présence militaire, ce qui fait désormais planer sur le pays la menace d'une crise alimentaire. Personne n'a pu cultiver son champ.
Ceux qui ont osé le faire, les terroristes les ont tués. Les gens ont été contraints d'abandonner leurs champs pour se réfugier dans les villages. Mais malgré cela, ils les traquent dans les maisons et jusque dans les mosquées pour les tuer. Lors de sa visite, le président a promis de poursuivre l'aide alimentaire et de renforcer le dispositif sécuritaire dans la région. Le Maroc a un nouveau Premier ministre. Le roi Mohamed VI a comme prévu nommé Aziz Arranouch après le triomphe de son parti libéral aux élections législatives et la déroute des islamistes au pouvoir. Le président du Rassemblement national des indépendants est aussi l'un des hommes les plus riches du royaume. Devançant les accusations de conflit d'intérêts, il a annoncé son retrait du groupe fondé par son père, présent dans les hydrocarbures et l'immobilier. Il pousse les pieds dans l'eau et peut atteindre 4 mètres de haut. Depuis des millénaires, le papyrus est récolté de la même manière. Dans ce village du delta du Nil, les fermiers se sont réappropriés il y a une 50aine d'années ces gestes ancestraux qui avaient quasiment disparu. Depuis, ils misent tout sur cette culture, au risque de tout perdre quand les touristes désertent l'Égypte. Depuis la pandémie de coronavirus, le tourisme a été très touché. Pas de revenus, pas de ventes. On n'a plus de revenus à dépenser. Nous ne travaillons que dans la fabrication de papyrus, qui dépend totalement du tourisme. Nous n'arrêterons jamais de produire du papyrus. Nous continuerons quoi qu'il arrive, car c'est la seule source de revenus pour nous. Une fois récoltée, la tige de papyrus est tronçonnée, puis découpée en fines lamelles avec un fil. Ces lamelles sont ensuite immergées dans l'eau, puis soigneusement alignées sur des carrés de tissu, placées sous une presse et enfin mises à sécher. Pharaons, hiéroglyphes ou paysages, une fois sèches, les feuilles issues du papyrus servent de support à des peintures qui constituent l'un des souvenirs préférés des visiteurs étrangers. Visiteurs qui s'étaient fait rares après la révolte populaire de 2011 et l'instabilité politique qui a suivi en Égypte. En 2020, ils avaient commencé à revenir lorsque la pandémie a de nouveau tout arrêté. Nous essayons de sortir des sentiers battus pour maintenir cette profession en vie. Nous avons fabriqué des objets en papyrus, des portefeuilles, des cahiers et de nouveaux articles pour que nous puissions continuer à travailler. Elle ne serait plus que 25 fermes, comme celle de cette famille, à tenter de vivre du papyrus à Al-Karamous, contre environ 500 avant 2011. Depuis quelques mois, celle-ci s'est lancée dans le commerce en ligne pour exporter sa production. En attendant que les touristes reviennent en Égypte, l'Égypte tente d'aller jusqu'à eux.